Nom Romain de Bachère, âge 22 ans, profession chômeur. Passé par l'école des Beaux-Arts de Bourges, le jeune homme n'a pas beaucoup de diplômes, mais s'appuie sur une expérience intéressante. Qualifié dans l'événementiel et le graphisme, son profil se révèle trop spécifique pour les offres de Pôle emploi. Les propositions d'offres ne correspondent, pour ainsi dire, jamais à ce qu'on cherche, parce que c'est toujours des extrêmes, soit pas assez, soit trop, soit on a trop de compétences, soit on n'en a pas assez. Enfin, il y a vraiment pas d'équilibre et pas de juste moyenne pour avoir des offres, quoi, simplement. En tout cas, dans mon secteur, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Inscrit comme demandeur d'emploi depuis avril 2011, Romain a décidé de frapper un grand coup. Son idée, parodier le site internet de Pôle emploi. Il vient de lancer sa version emploie-moi.fr. On y trouve de l'humour, des anecdotes et bien sûr le CV du jeune homme. Bref, un site pour l'emploi vu par un chômeur. Moi, je me bats à ma façon. J'avais plusieurs idées qui n'étaient pas forcément les bonnes. J'avais vraiment envie de manifester, je ne savais pas sous quelle forme. C'était limite, je vais incendier une voiture, je sais pas, il faut que je braque une banque pour manger. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et j'en étais à des stades où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai pas un rond, j'ai rien, ça fait 9 mois. C'est soit je me retrouve à la rue, soit il faut que j'agisse. Miser sur la dérision et le buzz pour trouver un emploi, c'est donc le pari de ce jeune Lyonnais. Ce lundi, l'agence de notation Moody's a déclaré ne pas modifier le triple A de la France. Malgré le plan d'austérité engagé par le gouvernement, Standard & Poor's, elle, a dégradé la note de 15 des 17 pays de la zone euro. Plus que le déficit public actuel, ce qui inquiète les marchés, c'est que l'économie française a des perspectives de croissance nulles, voire négatives, pour le premier semestre 2012, et donc que les difficultés vont s'aggraver, non pas parce que les dépenses publiques augmentent, pas du tout, mais parce que les recettes fiscales ont tendance à stagner, voire à diminuer, le chômage augmentera, et les dépenses sociales, les dépenses ici d'indemnisation du chômage devront aussi augmenter, et donc c'est beaucoup plus cette difficulté, c'est-à-dire que ce qu'attendent les marchés, c'est la capacité de l'économie française à retrouver un sentier de croissance économique. C'est évident que les pays individuellement ne peuvent pas trouver de solution, puisque la première solution quand un pays a des difficultés économiques comme celles que nous connaissons, c'est de dévaluer sa monnaie. Donc le principal instrument national, on ne l'a pas. Et donc ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu, c'est que si on a une monnaie européenne, on a absolument besoin d'avoir aussi une gouvernance économique européenne. On aura en cascade des effets négatifs, on n'en connaît pas l'ampleur, sur à la fois des entreprises, des sociétés d'économie mixte, des collectivités locales, et derrière tout ça des banques. Elles auront une politique encore un peu plus restrictive sur le crédit. Et un peu plus restrictive veut dire qu'elles prêteront moins aux agents économiques qui sont dans les situations les plus risquées. Depuis lundi, vous trouverez les portes de votre boulangerie fermées au moins une fois par semaine. Le nouvel arrêté préfectoral contraint les boulangers à une fermeture hebdomadaire. Dans le Rhône, c'est près de 5200 commerces de pain qui sont concernés. Une initiative qui vise à améliorer le quotidien des petits commerces. L'esprit de ce décret, en fait, c'est la préservation des entreprises artisanales, des petites entreprises, qui sont traditionnellement la composante la plus importante du métier de boulanger. C'est-à-dire donc les couples ou les petites entreprises, pour leur permettre justement de ne pas être en face de la concurrence de trop grosses structures. En effet, les petits artisans ne peuvent travailler 7 jours sur 7. Beaucoup d'entre eux attendaient cet arrêté depuis longtemps. Ils pourront désormais s'organiser entre boulangers pour fixer les repos hebdomadaires. Une initiative qui aide donc les petites entreprises, mais qui peut aussi handicaper les plus grandes pour qui le dimanche est un jour de travail indispensable. Il aurait été bien de laisser peut-être la possibilité d'ouvrir 7 jours sur 7 pour ceux qui auraient souhaité apporter un peu d'oxygène sur leur chiffre d'affaires en ouvrant un peu plus, un jour de plus. Et ça représente quand même grosso modo un mois de chiffre d'affaires plus dans l'année. Donc c'est pas négligeable.
Une initiative qui satisfait la majorité des boulangers. Selon un sondage publié ce lundi dans le quotidien Métro, 57% d'entre eux seraient favorables à cet arrêté. Un squelette a été trouvé par 2 adolescents dimanche après-midi dans un terrain vague de Vaux-en-Velin, rue Marius Grosso. Le corps se trouvait dans un ancien transformateur désaffecté, invisible depuis la rue. Une enquête a été ouverte et selon le Progrès, un médecin légiste s'est rendu sur place dans la nuit. Il devra déterminer l'identité du corps et les causes de la mort. Parmi les hypothèses envisagées, celle d'un SDF qui aurait pu avoir l'habitude de séjourner dans cet abri de fortune dans lequel un matelas a été trouvé. Les cheminots de la Loire entament leur 11e semaine de grève. Le directeur national des TER, Jean-Pierre Farandou, a réuni les syndicats ce lundi pour tenter de trouver une issue à cette grève qui dure depuis 2 mois. Selon la CGT, qui est sortie du mouvement il y a 2 semaines, la direction a indiqué qu'elle n'irait pas plus loin dans ses concessions et qu'elle était prête à engager des démarches juridiques sur le droit de grève. On ignore pour l'instant si les 2 derniers syndicats grévistes, FO et Sudrail, ont décidé de poursuivre ce mouvement qui perturbe la liaison TER entre Lyon et Saint-Étienne, l'une des plus utilisées de France. Le projet définitif de réhabilitation de l'Hôtel-Dieu sera bouclé en mars. Le chantier, lui, devrait démarrer au mois de septembre, l'ouverture des premiers commerces et restaurants étant prévue fin 2015. L'Hôtel-Dieu a été fondé au XIIe siècle pour accueillir les voyageurs, puis les soldats blessés et enfin les malades. Conscient de l'attachement des Lyonnais pour ce bâtiment, le groupe Eiffage, en charge des travaux, insiste sur sa volonté de respecter l'histoire de ce lieu. Ce sera sans doute le plus vaste chantier de reconversion d'un monument historique. À saisir, appartement avec vue sur la Saône, intérieur moderne pour 5 000 € le mètre carré. C'est avec ce type d'offre que le quartier Confluence, toujours en pleine expansion, ambitionne de faire passer sa population de 7 000 à 17 000 habitants. Ces 70 hectares en transformation depuis 2006 connaissent encore d'importants chantiers. Actuellement, le marché de gros est en démolition, une des nuisances qui peuvent en effrayer certains. Les travaux sont peut-être pas, voilà, c'est peut-être difficile tous les jours, mais faut être patient, prendre son mal en patience et puis je pense qu'il y aura de beaux résultats. Des résultats déjà visibles, centre commercial, complexe cinématographique, écoles et musées doivent ouvrir leurs portes cette année ébranlée par la crise et pourtant. Face à la crise, comme on dit toujours, la pierre est une valeur refuge. Donc les investissements, les gens se rabattent sur la pierre. Donc ils sont toujours à la recherche d'appartements pour investir. Le prix au mètre carré qui attire notamment beaucoup de non-lyonnais aux revenus élevés, mais la mixité sociale devrait être assurée. Les investisseurs comptent sur les locataires étudiants et au moins 35% des appartements sont voués à devenir des logements sociaux. Nouveau match à enjeu. Après sa victoire contre Dijon samedi dernier, la plaçant pour la Semaine des As, l'Asvel retrouve la scène européenne et affronte demain Donetsk. Un premier match dans la 2e phase de l'Eurocup, confirmant un emploi du temps chargé, l'occasion pour les plus jeunes de s'aguerrir. On veut les développer et donc leur donner des matchs à enjeu, des matchs importants, des matchs contre des équipes fortes et de plus en plus fortes, c'est d'autant mieux pour eux. Donc voilà, moi il faut retenir que le positif, pour la fatigue on verra ça après, ils sont jeunes. Une bonne expérience, mais surtout un match important contre les Ukrainiens, car si l'Asvel veut accéder aux phases finales, chaque rencontre est primordiale, surtout à l'Astrobal. De toute façon, dans la position dans laquelle on est, il faut qu'on essaie de tout gagner chez nous, si on veut pouvoir se qualifier. Donc ça demande 3 victoires à domicile, avec 3 victoires on peut passer. Voilà, donc si on perd, on handicape grandement, mais c'est pas parce qu'on a perdu ici qu'on ne peut pas aller gagner là-bas non plus. Dans le groupe J de l'Asvel, Donetsk ne fait pas figure de favori, ce qui fait vraiment de la victoire une nécessité dont les joueurs ont bien conscience. Et l'Arik Salonique qui sont 2 déplacements qui sont difficiles. C'est vrai que Donetsk, le match à domicile et le match à l'extérieur, c'est des matchs qu'il faudra gagner. Donc ouais, c'est vrai que c'est déjà, si on ne gagne pas demain, c'est déjà à brûler un joker, donc c'est déjà une rencontre très importante pour nous.
Asvel Donetsk, coup d'envoi demain à 20h à l'Astrobal, une parenthèse Eurocup pour que les Verts confirment qu'ils peuvent jouer cette saison sur tous les tableaux. S'il existe des normes en matière de culture pour le raisin, il n'en existe pas pour la phase de vinification. Il n'y a donc pas de vin bio, mais du vin issu de la culture biologique. François Plat, vigneron alsacien, nous explique comment obtenir du vin bio. Écossaire, et donc Écossaire va venir, donc on fait tous les papiers, ensuite il y a 3 ans de conversion, première année, deuxième année, troisième année, et puis si vous êtes dans les clous sans rajouter de pesticides et sans désherbants, automatiquement vos vignes sont en agriculture biologique. Pourtant le bio c'est aussi des produits avec moins d'agents chimiques. Les vins qui se veulent bio peuvent réduire l'usage de sulfite, un conservateur utilisé dans toutes les exploitations classiques. Une façon de vinifier qui ne convainc pas Christelle Liran, exploitante en Gironde. Je suis une convaincue du respect de mes vignes, une convaincue du respect du vin, mais je ne suis pas une intégriste en disant pas de sulfite du tout. Parce que ceux qui mettent pas de sulfite du tout, le vin ne tient pas dans le temps. Et au bout de 4-5 ans, vous avez du vinaigre. Mais même si le vinificateur n'en a pas apporté, les levures au cours de la fermentation alcoolique produisent des quantités non négligeables de sulfite, environ 10 à 30 mg par litre. Ainsi, aucun vin issu de l'agriculture bio n'est exempt de cette molécule. Pourtant, ces vins contiennent une quantité moindre de sulfite, comme le constate Laurent Bouffanet, restaurateur bio sur la presqu'île de Lyon. En matière de Beaujolais, beaucoup de clients nous font la remarque qu'en buvant notre vin certifié bio, ils ne souffrent pas de maux de tête, ils ne se sentent pas vaseux après la consommation. Un vin qui ne donne pas mal à la tête donc, mais qu'il faut quand même consommer avec modération.